Alors dans cette vidéo, on va voir comment générer des noms de communes françaises. On va voir pas à pas, avec des méthodes de plus en plus complexes, comment générer des noms de communes françaises de plus en plus réalistes. Alors cette vidéo se base sur un repo GitHub dans lequel vous trouverez le code de toutes les méthodes qu'on va présenter dans cette vidéo. Mais attention, cette vidéo ne se concentre pas sur le code, mais seulement plutôt sur l'aspect théorique et compréhensif. Donc cette vidéo ainsi que ce code peuvent être utilisés par exemple au sein d'un TP pour des étudiants de type bac, bac plus 1, etc. Ou alors vous pouvez juste la regarder comme ça. Alors donc la problématique c'est qu'on part avec donc un certain nombre de communes, 36 000 communes françaises, toutes répertoriées dans un fichier texte ville.txt. Et la problématique c'est est-ce qu'on peut entraîner une IA à générer de nouveaux noms de communes à partir de ce fichier texte, c'est-à-dire des nouveaux noms de communes qui n'existent pas mais qui s'inspirent des noms réels. Alors la première approche, c'est l'approche statistique, elle est très simple et on va voir qu'on peut déjà arriver à faire des choses intéressantes. Alors le niveau 0, c'est de générer des lettres au hasard. Bon, évidemment, c'est très loin d'être réaliste. On a bien des chaînes de caractères, mais on est très loin de notre but. Alors déjà, on peut faire quelque chose d'un peu mieux, c'est compter la fréquence de chaque lettre. Parmi nos 36 000 noms de communes, on va compter la fréquence de chaque lettre. Alors évidemment, on va se rendre compte que le E ou le A apparaissent très souvent par rapport au Z ou encore au U tréma. Et une fois qu'on a ces fréquences, on peut générer des lettres à partir de ces fréquences, à partir de ces probabilités. Et on voit déjà qu'on a quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'on avait précédemment, mais on est encore très loin du compte. Alors on peut maintenant faire un peu la méthode qui suit cette méthode-là, c'est qu'au lieu de compter les lettres individuelles, on va pouvoir compter en fait chaque couple dans nos noms de communes. Donc par exemple, quand on a le nom de commune Paris, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, ce nom de commune, il nous dit que la transition, le couple PA, il est assez probable. De même que le couple AR, RI et IS. Donc on va faire un peu comme tout à l'heure, mais au lieu de compter la fréquence de chaque lettre isolée, on va plutôt compter la fréquence de chaque couple. Donc on va répertorier dans un tableau toutes les fréquences possibles. Par exemple, la ligne B, elle correspond à la distribution de probabilité finalement des lettres qui suivent la lettre B dans les 36 000 noms de communes. Donc par exemple, on voit que le C ne suit jamais un B, mais que le A et le E sont très souvent derrière un B. Enfin, il y a derrière un B très souvent un A et un E. Donc au final, faire ce comptage, ça revient à compter n carré nombre. En fait, c'est tout simplement un compteur qu'on fait sur l'ensemble des communes. Donc finalement, notre modèle, il a n carré paramètres. Et comment est-ce qu'on s'en sert? Eh bien, c'est un peu comme tout à l'heure. On va commencer par une lettre au hasard, donc par exemple B, et ensuite on va isoler donc la ligne de notre tableau qui correspond à la lettre B. Et puis on va échantillonner la distribution de probabilité pour avoir la lettre qui suit le B. Donc là, il se trouve qu'on trouve A, et donc on va ajouter A à la génération, et puis on recommence, on isole la ligne du A, on va échantillonner, on regarde qu'on a la lettre C, et puis on recommence et on obtient la lettre E, etc. Jusqu'à, par exemple, arriver à une longueur désirée. Et donc là, on a généré le nom de commune basse. Et donc si on regarde comment est-ce qu'on a utilisé les tableaux, en fait, les lettres des lignes correspondent au contexte, c'est-à-dire la lettre qu'on vient de générer, et la lettre des colonnes correspond à la lettre à générer, la lettre à prédire. Voilà comment on a utilisé le tableau. Et donc si on regarde la génération, qu'est-ce qu'on obtient en génération, on a déjà quand même quelque chose qui est bien mieux que ce qu'on avait, avec des générations, certaines générations sont presque réalistes, même s'il y en a quand même beaucoup d'autres qui ne le sont pas du tout. Alors on peut encore pousser l'approche statistique encore plus loin. Au lieu de compter cette fois-ci des couples de lettres, on va plutôt compter la présence de chaque trio de lettres. Donc il y a n au cube trio de lettres. Alors n, je ne l'ai pas précisé, c'est le nombre de lettres qu'on a parmi toutes les communes. Donc il y en a environ 40 si on compte toutes les lettres, plus les accents, les tirets, etc. Et donc on a n au cube paramètres, donc ça revient à remplir en fait un tableau à 3 dimensions, n par n par n, qu'on peut aussi représenter par un tableau en 2 dimensions, en mettant toujours, comme tout à l'heure, selon les lignes, le contexte de lettres. Donc là, le contexte, il est de longueur 2, et la lettre à prédire, donc selon les colonnes. Donc on voit par exemple que pour le contexte AA, il y a très souvent en fait derrière un A, il n'y a que un C qui vient, et ça vient des noms en Isaac. Voilà.
Donc pour résumer les approches statistiques qu'on vient de voir, on avait l'approche sans contexte, où on comptait la fréquence des lettres de manière isolée. Ensuite, on comptait les couples, et puis ce qu'on vient de voir, c'est qu'on comptait les trios. On remarque que les générations qu'on fait en comptant le trio de lettres sont quand même assez réalistes. On se rapproche au fur et à mesure de notre but. Alors la question avant de poursuivre, c'est est-ce qu'on peut mesurer la qualité des générations? Parce que là on le voit à l'œil, en effet ça semble bien s'améliorer, mais est-ce qu'on peut mettre un nombre concret derrière? Alors la réponse est oui, et on va pour cela, donc pour mesurer la qualité des générations, en fait on va mesurer P de données. P de données, c'est la probabilité qui est assignée par notre modèle aux données d'entraînement, aux 36 000 noms de communes. Et l'idée, donc pour maximiser cette qualité de génération, finalement ça va être de maximiser la probabilité des données. On se dit que si le modèle attribue une grande probabilité aux données d'entraînement, eh bien, finalement, ça va lui permettre de générer des données qui sont comme les données d'entraînement. Et donc, qu'est-ce que le P de données, par exemple? Eh bien, sur Paris, la probabilité que donne notre modèle à Paris, eh bien, on peut la décomposer en petites probabilités, en produits de petites probabilités, qui est par exemple, quelle est la probabilité d'avoir le A sachant le P, fois la probabilité d'avoir le R sachant le A, etc., pour en fait finalement reconstruire le mot Paris en entier. Alors là, on l'a écrit pour un modèle qui a un contexte d'une lettre, donc le modèle où on compte les couples. Si on avait par exemple le contexte où on comptait les trios, donc avec 2 lettres en contexte, on aurait probabilité de R sachant PA, probabilité de I sachant AR, etc. Alors en pratique, on ne fait pas exactement ce calcul, on fait plutôt le calcul de moins la log probabilité de Paris. Donc là, ça nous permet déjà donc, d'avoir une somme de nombres et non pas un produit de nombres tous entre 0 et 1 qui, au fur et à mesure, tend vers 0. Alors que là, donc, on a une somme de nombres, donc c'est moins problématique, on aura moins tendance à avoir des nombres très très petits. Et le fait de faire donc moins log fait qu'on veut minimiser ce score. Qui sera forcément plus grand que 0. Et plus il est proche de 0, mieux ce sera. Alors là, c'est la formule du score global sur l'ensemble de nos données. Donc on retrouve la log probabilité de la lettre sachant le contexte. Et on fait cette somme-là sur la longueur de notre commune, donc pour t allant de 0 à grand T. Et on fait cette somme-là aussi sur l'ensemble de nos 36 000 communes, donc n égale 36 000. Et puis on passe à l'opposé. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais normalement, il y a un facteur pour faire une moyenne. Donc on diviserait par le nombre de communes fois la longueur pour avoir une moyenne. Et donc si on regarde ce qu'on obtient pour nos 3 approches, on a bien un score qui décroît lorsque on passe par exemple du sans contexte au couple, puis au couple au trio. Donc ça confirme bien nos observations. Alors ce qu'on aimerait faire, on voit, est-ce qu'on pourrait pas mettre un contexte plus grand? Par exemple un contexte de 3 lettres, certainement on se dit que le score sera meilleur. Alors la réponse c'est oui, c'est possible techniquement, mais le problème c'est que si on regarde comment est-ce qu'évolue le nombre de paramètres de ces modèles, il évolue de façon exponentielle en la longueur du contexte. Donc par exemple un contexte de longueur 1, on a n carré paramètres. Un contexte de longueur 3, un contexte de longueur 2, on a n au cube paramètres. Donc en contexte de longueur 3, on aurait n4 paramètres, ce qui est déjà très grand, c'est presque 4 millions de paramètres. Donc c'est vraiment quelque chose de pas réalisable en fait de poursuivre et d'augmenter le nombre de contextes. Et pourtant, c'est quelque chose de très important. Parce que là, pour l'instant, même notre modèle avec le plus grand contexte de 2 lettres, ce qu'il fait, c'est qu'il génère une nouvelle lettre à partir seulement des 2 dernières lettres. Donc en fait, il est finalement très myope, puisqu'il va pouvoir générer des lettres avec les lettres qui sont très voisines de cette lettre. Donc il n'y aura pas une génération qui sera, elle sera très locale, il ne pourra pas y avoir des générations cohérentes sur de grandes distances. C'est pour ça qu'on dit qu'il est myope. Donc il faut augmenter le contexte, mais le problème c'est qu'avec cette méthode, le nombre de paramètres explose. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les réseaux de neurones. L'idée c'est un peu la même, on a des lettres de contexte et on va les donner au réseau de neurones et il va nous prédire la lettre qui suit. Et une fois qu'on a ce réseau de neurones, donc imaginons qu'ils sont entraînés, comment est-ce qu'on fait pour générer un nom de commune? En fait on va donner la sortie du réseau de neurones, on va la prendre en compte comme étant le nouveau contexte de lettre pour générer la lettre d'après. Et ainsi de suite, on voit qu'on a une sorte de circulation, on a une génération qu'on appelle autorégressive. Alors si on regarde d'un peu plus près le réseau de neurones qu'on va entraîner, le voici. Donc à gauche, xt, xt-3, xt-2 et xt-1, ce sont les 3 lettres de contexte. On verra qu'on peut en mettre beaucoup plus. On va passer ces 3 lettres par ce qu'on appelle un embedding ou un plongement qui est représenté par la lettre C.
En fait, donc chaque lettre est encodée par un entier, donc par exemple A c'est 1, B c'est 2, etc. Et ce plongement, il va convertir cet entier en un vecteur de dimension 8 par exemple. En fait, on va plonger donc ces lettres dans un espace à dimension 8. Et l'idée de ce plongement, on va y revenir juste après, c'est de donner en fait, de placer les lettres qui sont proches, qui ont un sens proche, de leur donner un vecteur qui est proche. Donc par exemple, les voyelles auront un vecteur qui sera proche, les consonnes aussi, etc. On y reviendra un petit peu plus tard. Et ensuite, donc une fois qu'on a ces vecteurs pour chacune de nos lettres contexte, on va concaténer ces vecteurs dans un gros vecteur, et là ce sera l'entrée de notre réseau de neurones qui a 2 couches avec une non-linéarité tanh et une fonction softmax pour produire la probabilité sur la lettre à prédire. Et donc, quel est le coût qu'on va utiliser pour entraîner ce réseau de neurones? Le coût qu'on va minimiser, c'est le score dont on parlait tout à l'heure, qui mesurait la qualité de génération, donc moins log probabilité de xt, sachant le contexte. Donc xt, là, c'est la vraie lettre qui est issue de nos données, de nos 36 000 noms de communes, et le contexte, c'est la lettre qui précède cette lettre-là. Et donc finalement, minimiser ce score-là, ça revient à augmenter la probabilité de prédire xt, en fait, et de diminuer toutes les autres probabilités pour cette transition-là. Et donc en pratique, comme j'ai dit, on utilise ce coût global. Et ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que cette fois-ci, notre nombre de paramètres, il est seulement linéaire en la longueur du contexte n. Ça vient en fait de cette juxtaposition au début, là, quand on concatène les vecteurs. On a donc n, un nombre de paramètres qui est en n, donc ça va nous permettre de facilement augmenter la longueur de contexte sans avoir quelque chose qui grossit exponentiellement. Alors avant de passer au résultat, un petit peu une justification à propos de ce plongement de lettres. En fait, il permet une certaine généralisation. C'est-à-dire que si le plongement de A et de E sont proches donc dans l'espace, eh bien quelque part, ce que le modèle va pouvoir apprendre, ce qu'il va apprendre à propos de la lettre A, eh bien il va aussi l'apprendre à propos de la lettre E et inversement. Donc par exemple, s'il apprend que la transition san est probable, eh bien il va aussi apprendre que sen est probable. Et puis pareil pour mal et puis mel. Donc en fait, ça permet, étant donné un nombre de données fixes, ça permet au modèle en quelque sorte d'apprendre encore plus de ces données, puisqu'il va pouvoir généraliser entre le A, le E, le U, etc. Donc pour ce qui est des premiers résultats, donc là c'est les paramètres, c'est les hyperparamètres que j'ai pris pour entraîner un premier réseau de neurones. Donc 3E-4 c'est le taux d'apprentissage, une longueur de contexte de 10, et puis après il y avait donc des modèles, c'est 8, c'est la dimension des plongements, et n-hidden c'est le nombre de réseaux de neurones dans la couche intermédiaire. Ce qui nous donne donc 16 000 paramètres. On obtient un coût de 1,81, donc ça équivaut au trigramme. Et les générations sont quand même plutôt sympathiques. La plupart des générations sont assez réalistes. Là, c'est quand même un petit peu celles qui ont été les meilleures. Donc globalement, elles sont un peu moins bonnes que ça. Là, j'ai mis un peu les vedettes. Mais sinon, on obtient quand même des générations qui sont assez satisfaisantes. Alors, on peut essayer de visualiser le plongement de lettres dont je parlais tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit, c'est pour chaque lettre, le vecteur, son vecteur de plongement, en fait, son embedding. Alors seulement, il est en 8 dimensions. Donc là, il y a une projection en 2 dimensions qui est faite, donc il y a un peu une perte d'information. Mais on arrive quand même à voir qu'il y a différentes zones qui semblent cohérentes. Donc par exemple, on a le A et le E qui sont assez proches, et puis en dessous, on a la zone des voyelles un peu exotiques, avec le U circonflexe, le O circonflexe, le Y tréma, etc. Et puis sur la gauche, on a plutôt les consonnes. Alors là, c'est une expérience avec différentes tailles de réseau. En fait, ce qu'on voit, c'est le coût d'entraînement au fur et à mesure que l'entraînement progresse, donc avec 20 000 itérations. Donc une itération, ça revient à faire une mise à jour des paramètres. Et on voit que quand on passe par exemple de 32 à 64 neurones, donc du rouge au vert, le coût d'entraînement est plus bas. Et pareil pour aller jusqu'à 512. Et donc finalement, on voit que plus le réseau est grand, mieux c'est, mieux il va pouvoir apprendre, mieux il va pouvoir apprendre les données, plus il va pouvoir coller aux données. Alors évidemment, il y a quand même une limite à cela, c'est que si on prend un réseau trop grand, on va avoir des problèmes de généralisation. En fait, on va être en surapprentissage. Ce qu'on voit dans ce graphe, c'est exactement le même graphe que tout à l'heure, mais en plus, pour chaque modèle, on représente le coût de validation au cours du temps, qui est en pointillé et qui est donc dans la même couleur pour chaque taille de modèle.
Et donc les données de validation, en fait, ce sont des données qui sont mises à part des données d'entraînement, donc elles ne sont pas utilisées pour mettre à jour le réseau de neurones, et elles sont plutôt utilisées pour valider si ce qu'apprend le réseau de neurones sur les données d'entraînement se généralise à des données qu'il n'a jamais vues. Donc ce qu'on voit pour les modèles de petite taille, donc par exemple 32 neurones, 64 neurones en vert et même 128 neurones en bleu, on voit que les coûts d'entraînement et de validation sont généralement superposés. Donc ça veut dire que ce que le modèle apprend sur les données d'entraînement, il l'apprend aussi sur les données de validation, il arrive à généraliser. Par contre, on voit que sur les réseaux un peu plus grands, donc à 256 et 512 neurones, il commence à y avoir un écart entre le coût d'entraînement et le coût de validation. Et ça veut dire que le modèle est trop puissant, il colle trop aux données, il arrive trop à les mémoriser, et donc finalement, ce qu'il apprend, il apprend finalement des particularités des données d'entraînement plutôt que des particularités des noms de communes au général. Et donc forcément, si on teste sur des noms de communes mis à part, qui ne sont pas issus des données, enfin qui sont hors des données d'entraînement, c'est normal que les performances sont un peu moins bonnes. Et alors ça, comment ça se concrétise en pratique ? Tout simplement, le modèle va se mettre à générer des noms de communes qui existent déjà. Donc là, on voit que les graphes, cette fois-ci, s'inversent. Là, le réseau de neurones le plus grand, c'est celui qui génère le plus de noms de communes qui existent déjà. Le réseau à 512 neurones. Donc ça, c'est pas très intéressant parce qu'au final, on va juste générer des noms de communes qui existent déjà, il n'y a rien de nouveau. Et donc là, par exemple, ce sont des générations qui ont été faites par le réseau de neurones à 512 neurones, mais des générations qui existent déjà. Donc si vous reconnaissez votre nom de commune, tant mieux. Alors avant de continuer, une petite remarque sur le coût. Donc tout à l'heure, on a parlé donc de la décomposition du coût avec ce score qui était donc le moins log de la probabilité d'une commune par exemple, et on a dit que minimiser ce coût, ce score, ça revenait finalement à maximiser la probabilité des données selon notre modèle. Mais en fait, il y a un peu une autre vue à cela, c'est la vue du coût d'entropie croisée. Donc le coût d'entropie croisée, c'est moins log de y chapeau de i. Donc I, c'est la bonne classe à prédire. Donc par exemple, dans le problème MNIST, I, c'est le bon chiffre à prédire. Et Y chapeau, c'est la probabilité assignée par le modèle à la classe I. Et donc en fait, moins log de Y chapeau I, c'est égal en fait à moins log P de XT. Donc XT, c'est la bonne lettre à prédire et P, c'est la probabilité qu'assigne le modèle à la lettre XT. On voit qu'en fait, le score qu'on utilisait tout à l'heure, le coût qu'on utilisait tout à l'heure, c'est exactement le même que le coût d'entropie croisée. Donc c'est un peu une autre vision qu'on peut avoir du score qu'on utilisait tout à l'heure. Soit on dit que c'est le score qui nous permet de maximiser la probabilité des données, soit on dit tout simplement que c'est le score qu'on utilise classiquement en tâche de classification, puisque finalement, prédire la bonne lettre, c'est une tâche de classification. Il n'y a juste pas 10 classes comme pour les chiffres MNIST, mais il y en a 45 pour chaque lettre. Voilà, le but c'est, étant donné le contexte de lettre, de trouver la bonne classe. Voilà, donc il y a deux visions à avoir sur le coût. Alors on a vu donc les réseaux de neurones qui nous permettaient d'avoir des résultats quand même assez satisfaisants, mais il y avait quand même encore un problème, c'est que la longueur du contexte, quand on l'augmente, on augmente le nombre de paramètres. On a vu le nombre de paramètres était linéaire en la longueur de contexte. Alors c'est pas forcément très gênant pour le cas des noms de communes qui sont pas très grands, mais si on veut générer des documents, etc., là ça va être très gênant. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu des nouvelles méthodes qui permettaient de faire des modèles de langage qui ont des nombres de paramètres qui ne dépendent plus de la longueur du contexte. Et donc la première méthode assez connue, c'est les réseaux de neurones récurrents. Donc l'idée d'un réseau de neurones récurrent, c'est de lui donner une mémoire. On va partir d'une mémoire qui est initialement vide et on va fournir la première lettre. Et à partir de la première lettre et de cette mémoire, on va créer une nouvelle mémoire, une nouvelle version de la mémoire qui est en fait un vecteur. Et c'est à partir de ce vecteur-là qu'on va à la fois prédire donc la prochaine lettre, donc le A, et puis c'est à la fois aussi à partir de cette mémoire qu'on va prédire la mémoire du temps d'après, qui est construite, elle, avec donc le A, et puis la mémoire du pas de temps 1. Et donc pareil, on va pouvoir en déduire la mémoire du pas de temps 2 et la deuxième prédiction, et ainsi de suite. On voit que en fait, ça va se dérouler dans le temps. La mémoire à chaque fois est utilisée pour mettre à jour une nouvelle version de la mémoire et pour prédire la sortie. Et finalement, ce RNN, c'est un réseau de neurones qu'on déroule dans le temps, sauf que c'est un peu particulier. Donc là, on a par exemple le premier pas de temps, c'est en fait comme le réseau de neurones qu'on a vu tout à l'heure,
on a la lettre de contexte et on prédit une lettre, la lettre A. Sauf que ce qui change par rapport à tout à l'heure, c'est que là, si on va appeler on va appeler une deuxième fois le réseau de neurones, c'est que là, les appels ne sont plus indépendant. En fait, ce qui va circuler, c'est la mémoire, avec donc la flèche qui part donc de la mémoire du pas de temps 1 à la mémoire du pas de temps 2, etc. Il va y avoir donc une circulation de la mémoire qui va permettre en fait de faire circuler l'information et donc par exemple l'information d'une certaine lettre en début du mot, eh bien elle va pouvoir circuler sur toute la génération. C'est pour ça que le modèle va avoir une longueur de contexte qui est en théorie infinie, puisque en théorie la mémoire peut circuler de manière sur une distance qui est très longue. Alors la représentation un peu plus réelle, c'est celle-ci. On conserve la notion de plongement de mots, ça c'est très utilisé. Donc finalement, on va d'abord prendre nos lettres, en déduire un vecteur avec le plongement de mots, et puis ensuite donc l'utiliser dans le réseau. Et puis on ne prédit pas une lettre, mais on prédit une distribution de probabilité sur les lettres. Mais voilà, sinon le principe est le même. Donc les résultats pour différentes tailles de réseau, les voici. On a comme tout à l'heure le coût d'entraînement en fonction du temps, et puis comme tout à l'heure, il y a les mêmes conclusions. Plus on augmente la taille, la dimension du modèle, et bien meilleures seront les performances. Et puis même conclusion, il ne faut pas prendre un modèle qui est trop grand, sinon on sera en surapprentissage. Et puis enfin, il y a le modèle Transformer, qui est une amélioration du RNN, qui en fait va être utilisé pour rendre l'apprentissage déjà meilleur, plus performant, et puis aussi plus rapide, puisqu'on va pouvoir faire tous les calculs en parallèle. En fait, ce qu'on avait tout à l'heure avec le RNN, c'était quelque chose de séquentiel. On devait d'abord calculer la mémoire au pas de temps 1 pour en déduire la mémoire au pas de temps 2, etc. Pour chaque pas de temps. Donc si on a une séquence qui est très longue, eh bien il faut calculer un à un les mémoires. Et donc ça, ce n'est pas utiliser finalement tous les pouvoirs de parallélisation des GPU qui eux sont très efficaces donc à faire des calculs en parallèle. Donc l'idée de Transformer, c'est de laisser tomber ces dépendances dans le temps et de tout faire en parallèle en fait. Et ça, on le fait grâce à un mécanisme d'attention qui va donc finalement considérer que les états vont être calculés de manière indépendante, non plus en parallèle, et chaque sortie va directement dépendre des états précédents. Donc le A va dépendre par exemple de cet état-là, le I va dépendre des 2 états précédents, le N des 3 états précédents, et le T des 4 états précédents. Et en fait, si on regarde, comme on a directement les 4 états, on les a en même temps, on n'a pas besoin de les calculer de manière séquentielle, eh bien on peut calculer les sorties A, I, N, T toutes en parallèle, il n'y a pas besoin de faire du séquentiel. Voilà, donc ce sont des introductions assez rapides au RNN et au Transformer, j'en suis conscient, mais si vous voulez, sur la chaîne, il y a des vidéos dédiées à cela qui rentrent plus dans les détails. Et donc là, voici les résultats pour le Transformer. Donc pareil, plus on augmente la dimension, plus le réseau sera en mesure d'apprendre correctement les données d'entraînement. Alors au final, on a vu différentes architectures, mais quelle architecture est la meilleure? Est-ce que c'est le Transformer qui est la meilleure ou pas? Voici un graphique qui montre en fait le coût d'entraînement obtenu par les différentes architectures en fonction du nombre de paramètres. Donc ce qu'on voit, c'est que y a différentes architectures qui donnent en fait donc différents coûts quand on a même un nombre de paramètres donnés. Donc par exemple, il y a le Ngram, les approches statistiques. Ensuite en orange, il y a le MLP, le RNN, Transformer, et puis il y a aussi Mamba. Et ce qu'on voit quand même, c'est que à un nombre de paramètres donnés, finalement, le Transformer est quand même meilleur, surtout quand on est autour des 10 puissance 3 milliers de paramètres, donc autour du million de paramètres. On voit que le Transformer est quand même meilleur que les autres pour ce domaine-là, avec certains hyperparamètres. Voilà, attention à ne pas prendre des conclusions trop générales à propos de ce graphique, c'était juste pour montrer comment est-ce qu'évolue le coût en fonction du nombre de paramètres pour différentes familles de modèles. Alors avant de terminer, un petit point intéressant sur comment interpréter les réseaux de neurones qu'on a entraînés. En fait, ce qu'on peut faire, c'est identifier ce qu'on appelle des concepts qui sont présents au sein de réseaux de neurones. En fait, l'idée, c'est de traiter les réseaux de neurones qui ont été entraînés un peu comme des programmes classiques dans lesquels il y a des variables qui vont être utilisées par le réseau pour prédire un nom de commune. Et bien en fait, ces variables, ces concepts, le but, ça va être de les identifier et de leur donner un sens réel. Donc par exemple, là, ce qu'on voit, ce sont différents concepts qui s'activent
de manière assez prédictible dans les réseaux de neurones. Donc ces concepts, concrètement, ils correspondent à des directions dans l'espace d'activation des réseaux de neurones. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Il y a une vidéo que j'ai fait récemment qui explique en profondeur cela. Mais voilà, en fait, il faut se dire que ce sont des variables qui vont être utilisées par le réseau de neurones. Donc, par exemple, il y a le concept 22 qui s'active sur les premières lettres après un espace. Il y a le concept 16 qui s'active sur les lettres après un apostrophe, et puis le concept 12 qui s'active sur le U après un ECQ. Donc là, en rouge, ce qu'on voit, c'est l'activation des variables, et les noms de communes qu'on voit, ce sont des vrais noms de communes, ce ne sont pas des noms générés. Et donc après, l'idée, c'est de se dire que, on a identifié des concepts, des variables qui ont un sens a priori réel, macroscopique. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que, on peut modifier ces variables à la main? C'est-à-dire que pendant que le réseau fait son calcul, on va modifier ces variables à la main et voir si, on arrive à impacter le réseau d'une manière prévisible. La réponse est oui. Et par exemple, avec le concept 142, c'est le concept qui s'active après le mot sain. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va manuellement forcer l'activation de ce concept. Et donc si on le met à 0,5 fois son max, on obtient des générations avec beaucoup de tirés, des générations de noms de communes plutôt longs, donc avec beaucoup de tirés. Et en fait, ça, c'est assez normal, puisque quand on force la présence du concept 142, finalement, ça revient à faire croire au réseau de neurones que le mot sain est déjà présent, est présent dans le texte qu'il génère. Et donc, normalement, ce qui est logique, c'est qu'après un mot sain, souvent, il y a un tiré. Donc, c'est normal qu'il génère des noms de communes avec beaucoup de tirés. Et si on pousse le bouchon encore plus loin, si on met à 2 fois son max le concept 142, là, alors la génération est un peu cassée, mais globalement, on remarque qu'il y a beaucoup de générations de lettres E et de tirés. Le E et le tiré, ce sont souvent ce qui suit le mot sain. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que là on voit qu'on a réussi à identifier donc une certaine variable et la manipuler manuellement, et ça a entraîné donc un changement prévisible sur la prédiction du réseau de neurones. C'est un peu comme si on manipulait un programme d'une façon, un programme naturel avec des variables qui ont un sens précis. Voilà, donc ça c'est une expérience que je trouve assez intéressante. Voilà, donc avant de terminer, vous trouverez donc le repo en description avec donc tout le code qui est dessus. Donc il y a différents fichiers qui sont présents pour avoir donc, on a des méthodes. Donc tout d'abord il y a le Ngram, donc l'approche statistique, ensuite MLP pour le réseau de neurones, etc. Donc à chaque fois ce sont des Jupyter Notebook dans lesquels donc ils seront commentés par cellule avec tout d'abord chargement des données, etc. Voilà, pour essayer de faciliter la compréhension du code. Et puis il y a également tout ce qui se relie donc à l'interprétation des concepts, ce dont on vient de parler. Donc il y a le fichier donc SAE qui entraîne en fait un réseau de neurones annexe qui va venir analyser notre réseau de neurones déjà entraîné. Ensuite il y a le fichier Explore pour explorer donc les concepts trouvés par les réseaux de neurones entraînés. Et puis finalement il y a le fichier Steering qui permet de faire de la manipulation de concepts, ce dont on vient de parler. Et puis aussi, ce repo, c'est l'occasion de manipuler PyTorch. Donc, il a été écrit en essayant de respecter les bonnes pratiques en PyTorch. Il y a également des fichiers .py associés à tous les fichiers Jupyter Notebook qui permettent de rapidement entraîner une série de modèles et notamment faire des choix d'architecture, des choix d'hyperparamètres. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, en lien avec ça, il y a aussi l'utilisation de WANDB dans ce repo. Donc c'est WANDB, ça permet de faire des graphiques comme on les a vus dans cette vidéo, mais ça permet surtout de lancer une collection d'entraînement avec différents hyperparamètres et puis de voir qu'est-ce qui marche pas, etc. Donc voilà, donc il y a WANDB qui est utilisé et ça c'est assez intéressant. Alors, et ChatGPT dans tout ça, est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on a vu? Eh bien, la réponse c'est oui. ChatGPT, c'est un modèle de langage. Un modèle de langage, essentiellement, ça va prédire des probabilités sur le langage. Donc, la probabilité, par exemple, du mot par rapport à une liste de mots passés. Eh bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de travailler au niveau des mots, on a travaillé au niveau des lettres. Mais sinon, nos réseaux de neurones, c'est exactement ce qu'ils font. Ils prédisent des mots à partir d'un contexte. Et en fait, la façon dont on a regardé ça dans cette vidéo, ça reprend un peu l'histoire récente des modèles de langage. Au début, on utilisait plutôt des approches statistiques, les Ngram. Ensuite, autour de 2003, donc, on a utilisé le MLP, donc le réseau de neurones. Ensuite est venu le RNN. Et puis là, plus récemment, avec des modèles comme BERT ou GPT, on a utilisé le Transformer. Donc finalement, ce qu'on a vu, l'approche pas à pas qu'on a vu dans cette vidéo, ça reprend un peu la vraie approche qui s'est déroulée sur plusieurs années au niveau des modèles de langage.
Donc en fait, nous, notre méthode de génération de noms de communes, eh bien, c'est essentiellement ça qui est utilisé avec ChatGPT. Seulement, il y a une chose qui diffère vraiment, c'est la taille. C'est plusieurs fois de millions plus grand que ce qu'on manipule ici. Mais sinon, globalement, l'idée est à peu près la même. C'est juste évidemment aussi la provenance des données qui change. Là, au lieu de donner des noms de communes, on va donner à GPT seulement des quantités énormes de données extraites d'Internet et qui va s'entraîner à reproduire. Voilà. Mais sinon, fondamentalement, il n'y a pas de différence conceptuelle. C'est essentiellement un changement d'échelle qui est la différence. Et avant de terminer aussi, il faut citer donc le travail d'Andrej Karpathy, qui a notamment fait sur YouTube une grande série qui explique un petit peu ça plus en détail. Alors lui, il prend une approche qui est plutôt basée sur le code, donc c'est pour ça que les vidéos sont très longues, mais c'est quand même extrêmement informatif. La personne en question, Andrej Karpathy, a fait énormément de compagnies comme OpenAI et Tesla, et il est vraiment un expert sur le sujet. Donc c'est en anglais, mais vraiment je vous recommande à aller voir ça, et ça a été une inspiration d'ailleurs pour cette vidéo. Voilà, et avant de terminer, vous avez la possibilité d'aller sur un testeur en ligne, donc sur le lien qui est affiché ici, et qui vous permet de tester est-ce que vous arrivez ou non à différencier entre les noms de communes réels de France et puis les faux noms de communes qui ont été générés par un des modèles entraînés pour cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous tester sur ce site, et puis dites-moi en commentaire quel est votre taux de réussite pour voir si vous arrivez ou non à déchiffrer est-ce que c'est un vrai nom ou un nom généré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.